Comment accepter ce troc? Comment accepter cet affront fait à l'histoire et à moi-même et à nous-mêmes? Comment accepter d'être ainsi bafoué et de faire comme si cette histoire, mon histoire, ne devait se résumer qu'à un festival Liberté Métisse? Je m'érige contre tout cet amalgame. Vous pourriez me dire, oui, Festival Métis, mais vous avez précisé le 20 décembre, 2 points, Festival Métis. Je n'ai rien contre votre Festival Métis, mais j'ai quelque chose contre l'amalgame que vous faites. Je m'érige contre ce déni, contre cette non-reconnaissance. Et je demande, debout, fièrement, que mes ancêtres soient respectés, que la mémoire de Lubin, de Julie, de César, Édouard, Urbain, Anatole, Héloïse, dont je suis la descendante, de ces 62 000 hommes et femmes, soient honorés à la hauteur de ce qu'ils ont apporté à la société réunionnaise. Je tenais à tenir ici ces propos parce que 47% de la population ont voté pour nous. Et dans le monde culturel, ces propos trouvent une grande adhésion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Très bien, merci beaucoup. Madame Gobalou, je crois qu'elle avait demandé la parole. Monsieur le Président, vous présentez dans vos orientations vos projets de mandature sur la période de 2016 à 2021. Mais dans la vitrine n'apparaît pas la 5e micro-région. Or, vous savez tous que les hauts de notre île ont besoin d'être désenclavés et accompagnés. Vous présentez une vitrine qui fait rêver, mais dans laquelle le Réunionnais ne s'y retrouve pas, car l'accès lui est limité. La jeunesse semble être oubliée. Je vous ai présenté une motion en début, à l'ouverture de cette séance, sur la situation du CFA de Saint-Pierre. Vous ramenez cette problématique à une commission thématique alors que les apprentis doivent se présenter aux épreuves du bac. Une proposition a été faite par le président de la Chambre de métier, c'est-à-dire de reporter les épreuves en fin d'année, alors que vous savez très bien que les examens dépendent d'un calendrier national. Enfin, je reviendrai sur l'aéroport de Pierrefonds. Monsieur le Président, ma question, est-ce que toutes les conditions sont réunies en matière de sécurité, de protection de l'environnement? Vous n'êtes pas sans ignorer que la population du bassin sud, voire sud-ouest, la filière, le monde économique dans toutes ces filières, le monde agricole et de la pêche souhaite voir Pierrefonds décoller. Vous semblez aussi ignorer aussi le développement du Sud. Tout à l'heure, je vous disais, Léo ne figure pas dans votre projet de mandature. Vous savez, concernant Pierrefonds, la piste actuelle fait 2100 mètres, alors que dans votre projet de grand chantier, vous voulez ramener la piste à 2370 mètres et non pas 2400 mètres. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de faire décoller les gros porteurs et de faire poser ces porteurs à Pierrefonds? Est-ce qu'il y a une vraie volonté des parties prenantes de développer Pierrefonds? Est-ce que pour les compagnies Air France, Air Mauritius, Corsair, il y a un intérêt économique et commercial et financier de venir à Pierrefonds? Monsieur le Président, le Sud attend un vrai décollage, alors ne nous faites pas rêver. Ne nous faites pas rêver, présentez-nous bien sûr un plan financier et le Sud décollera. Je reviens aussi sur la carrière de Dioré. Je voudrais terminer en vous demandant, est-ce que cette carrière est conforme au schéma régional de carrière? Je terminerai puisque je suis aussi dans la commission des grands chantiers. Vous avez passé une convention pour l'importation de 200 000 tonnes de roches. Combien ont été importées? Est-ce, comme l'a dit tout à l'heure le collègue, avez-vous dit la vérité aux transporteurs? Je vous remercie, Monsieur le Président. Très bien, merci beaucoup. Madame, je vous en prie. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, je souhaiterais revenir sur la question de l'illettrisme parce que moi, je considère que c'est un fléau pour nous à La Réunion.
Alors, depuis le 1er janvier 2015, la compétence de la lutte contre l'illettrisme a été transférée aux régions qui contribuent en organisant des actions de prévention et d'autres censées viser l'acquisition d'un socle de compétences et de connaissances. Vous avez affiché votre volonté de placer la jeunesse réunionnaise au centre des priorités de cette nouvelle mandature. À ce jour, il existe 42 cases à lire qui renouvellent leur public au bout d'un an. Ces cases à lire existent depuis 4 ans et il n'y a eu, comme le disait tout à l'heure ma collègue, aucun bilan d'étape, aucune évaluation. Quelle est l'efficience de ce dispositif? Combien de jeunes ou de moins jeunes ont pu réellement en profiter? Combien ne sont plus en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme? Combien sont aujourd'hui prêts à se lancer dans une formation préqualifiante ou qualifiante? En clair, de quelles données chiffrées disposez-vous? Nous devons aujourd'hui en avoir une idée précise. Des actions de lutte contre l'illettrisme sont confiées à des associations. Il est nécessaire d'avoir un regard pointu sur leurs actions et les résultats obtenus afin de mettre en place un suivi adapté, une mise ou une remise en cohérence de la philosophie des formations dispensées, de leurs objectifs et des moyens qui y sont affectés avec les cahiers des charges. Permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir également sur la prévention. Comme le préconise le Césaire dans son avis sur les orientations budgétaires de la région pour l'exercice 2016, il est important d'agir sur ce champ. Des actions de prévention concertées doivent être mises en place, notamment avec l'éducation nationale, afin d'augmenter l'efficacité du dispositif. À La Réunion, nous avons entre 116 000 et 120 000 personnes en situation d'illettrisme. C'est une population fragile et souvent isolée. Si certains trouvent le courage et la force de se remettre dans le circuit, nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour qu'ils ne se retrouvent pas de nouveau confrontés à l'échec. Il en est de notre responsabilité, il en est de votre responsabilité, Monsieur le Président. Je vous remercie. Très bien, merci. Des interventions, Monsieur Alain Gueslo, je vous en prie. Monsieur le Président, chers collègues, je souhaite intervenir notamment pour apporter des précisions à Madame Bello et un complément d'information, notamment à Monsieur Cadet, puisque Monsieur Cadet aujourd'hui estime qu'on a régressé depuis 5 ans, puisque en matière d'énergie renouvelable, si on a régressé, il faut regarder un peu les chiffres et je vous enverrai assez rapidement un exemplaire de nos 3 derniers bilans, 2013, 2014, 2015, de l'Observatoire de l'énergie, puisqu'on est passé de 30% en 2010 à presque 38% aujourd'hui. On aurait dû peut-être faire mieux, mais il faut aussi dire les choses comme elles sont. Donc annoncer en plénière qu'effectivement la part des énergies renouvelables a baissé, c'est fait peu de cas du travail qui a été fait jusqu'à maintenant par l'ensemble des partenaires, par les solaristes notamment. Savez-vous, Monsieur Cadet, aujourd'hui que le parc de chauffe-eau solaire, c'est 135 000 chauffe-eau solaires? Savez-vous également qu'on anime un dispositif qui s'appelle Éco-Solidaire? Et c'est 4 500 foyers réunionnais qui, depuis 3 ans, ont bénéficié de l'eau chaude solaire grâce à un soutien conséquent de la région Réunion et de notre partenaire EDF. Savez-vous également que la région Réunion, aujourd'hui, expérimente, c'est le seul territoire d'outre-mer à le faire, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. En fin d'année, ce seront 3 500 foyers qui auront été accompagnés, sensibilisés sur le fait qu'il faut mieux consommer, qu'il faut faire en sorte que celles et ceux qui vont souvent vers les CCS pour leur faire payer leur facture d'électricité aient la possibilité d'avoir une lecture de facture, un diagnostic et en face avoir des réponses, notamment à travers le dispositif qu'on anime, le dispositif éco-solidaire notamment. Vous avez mis en avant tout à l'heure le fait que la gouvernance énergie peut-être a des défaillances, que la région Réunion répondrait aux ordres d'un partenaire. Savez-vous, Monsieur Cadet, que cette gouvernance énergie a été saluée, non pas par un ministre de droite, par le Premier ministre, lorsqu'il est venu l'année dernière inaugurer la centrale Bardzo au port.
Cette gouvernance énergie, aujourd'hui, elle accueille le conseil départemental, la préfecture, l'ADEME, le SUDELEC, EDF et l'ensemble des partenaires privés. Certes, on pourrait faire mieux. Certes, on pourrait aller encore au-delà. Mais faire croire aux Réunionnais que dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique, que la région Réunion est absente, je pense que c'est manquer de respect pour le travail que font tous les partenaires sur cette thématique qui est importante. Madame Bello a rappelé tout à l'heure qu'elle a annoncé qu'on n'est peut-être pas tout à fait au fait dans le cadre de la lutte de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte. On parle de biomasse, de biodiversité. On sait très bien qu'à La Réunion, il y a des ressources, M. Cadet. Je vous l'ai dit la dernière fois en Cadet. Vous mettez en avant le fait qu'il faut aller sur le bois énergie, qu'il faut faire encore mieux. Mais la région, elle seule, ne pourra pas le faire. La région, aujourd'hui, accompagne un certain nombre de partenaires. Et s'il y a une filière qu'on a accompagnée, que l'État a abandonnée, que le gouvernement socialiste a mis de côté, a mis à mal, c'est la filière, notamment photovoltaïque, avec les solaristes. Il y a encore du travail à faire. Il y a une PPE qui va vous être présentée prochainement. On est la seule aussi, après la Corse, la seule région, effectivement, à être dans les clous par rapport à la PPE. Normalement, s'il n'y avait pas eu d'élection en fin d'année, on aurait dû déjà vous la présenter. Elle fera l'objet d'une présentation dans les mois prochains, avec 2 segments, 2016-2018. Parliez tout à l'heure de la filière photovoltaïque, on est à 30% de taux de pénétration. Si on se laissait, entre guillemets, animer, orienter par un partenaire, pensez-vous un seul instant qu'on aurait pu faire inscrire dans la PPE qu'on passe en 2018 à 35% de taux de pénétration? Pensez-vous également qu'on aurait pu faire inscrire dans cette PPE qu'on passe à 45% en 2023? Donc je peux entendre certaines choses, mais il y a un travail qui est fait. On peut peut-être mieux faire, mais on le fera dès lors que vous aussi, qui avez des réseaux, qui avez la possibilité d'animer un certain nombre de choses sur le terrain, portera cette dimension d'autonomie électrique qui, à notre arrivée, n'était pas la nôtre puisqu'on n'était pas aux affaires. On a porté cette dimension et on est revenu aujourd'hui sur l'autonomie électrique et non pas énergétique. Parce qu'on sait très bien qu'atteindre 50% en 2020, ça va être un challenge conséquent pour l'ensemble des partenaires. Il faudra faire le maximum. Les projections qu'on a aujourd'hui entre les mains avec nos différents partenaires nous fait avoisiner entre 48 et 52. Mais c'est dans 5 ans. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Et ensuite, on aura 10 ans, 2020-2030, pour atteindre les 50%, pour faire en sorte qu'on est à 100%. Donc effectivement, c'est un objectif conséquent. C'est un objectif important. Mais il faut également accompagner, et on le fait déjà, l'ensemble des filières. Vous annonciez tout à l'heure, M. Cadet, qu'il fallait aller aussi sur l'accompagnement de foyers dans le cadre du stockage de l'énergie solaire. C'est 500 foyers qui ont été accompagnés depuis 2 ans. C'est 500 foyers qui ont bénéficié d'une subvention de la région de 6 000 € lorsqu'il s'agit d'installer une centrale photovoltaïque de 3 kW. Et c'est 60% de ces 500 dossiers qui ont fait le choix aujourd'hui d'aller sur l'autoconsommation. Et c'est une subvention de 3 000 € pour les familles qui souhaitent revendre à EDF. On peut encore faire mieux. Et c'est ouvert aux particuliers sans condition de ressources. Et là, je fais appel aussi aux Réunionnais, parce qu'on le dit souvent, il faut faire, mais là, il y a de la subvention, il y a des fonds qui permettent effectivement à l'ensemble des Réunionnais, à ceux qui ont un peu de moyens, de nous accompagner dans cette démarche. Et je terminerai mon intervention sur cette volonté qui nous anime et qui anime nos partenaires, puisqu'aujourd'hui la Fondation Abbé Pierre tient son séminaire sur le mal logement, sur la lutte contre la précarité énergétique, qui doit être l'affaire de tous. Tous les CCS de l'île, la CAF, la Fondation Abbé Pierre, les bailleurs sociaux doivent aujourd'hui se mettre ensemble, et c'est quasiment le cas fait pour 80% aujourd'hui, pour faire en sorte que ce public qui souffre, qui est en difficulté, ait la possibilité d'avoir des conseils en matière d'énergie
avoir des conseils en matière d'acquisition d'appareils électroménagers. Et c'est comme ça qu'on atteindra peut-être, et je pense, les 50% en 2020, et le challenge qui est conséquent des 100% en 2030. Voilà ce que je voulais dire. Mais, M. Cadet, on n'est pas sous les ordres de personne ici. La région est chef de file en matière d'énergie. On anime, on impulse, on accompagne. Mais jamais on fera ce choix de se faire guider, notamment nos choix en matière d'énergie. C'est nous qui avons la main, c'est aux Réunionnais, aux industriels, aux entreprises de prendre la main également et de créer les conditions pour que cette île devienne une île autonome en énergie électrique en 2030 et devienne une île durable dans les 10, 20, 30 années. Voilà l'objet de mon intervention, sans polémiquer. Il ne s'agit pas, et je vous l'ai expliqué en commission, il ne s'agit pas, et c'est le reproche qu'on faisait aussi avant à vos anciens collègues, ceux qui étaient là dans l'ancienne majorité, dans l'ancienne opposition, c'est qu'en commission, on discute, on met sur la table un certain nombre de choses, et entre guillemets, on se donne la main. Moi, on m'a reproché dans un conseil municipal, effectivement, d'avoir deux attitudes, mais vous avez aussi cette attitude-là. Puisque on travaille pour faire avancer les choses et annoncer, je ne peux pas l'accepter ce matin qu'on régresse et qu'on est au-delà, en deçà de ce qu'il y avait comme production énergétique renouvelable en 2030, en 2010. Il faut aussi respecter celles et ceux qui travaillent dans ce domaine. Monsieur Cadet, je n'ai pas terminé. Et je vais terminer dans 2 minutes. Et puis, vous dire tout le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui avec les partenaires pour faire en sorte notamment que les familles réunionnaises qui vivent dans des lotissements, qui vivent en LES, qui ont payé leur case, aient la possibilité, ça va être l'objet d'une présentation et d'une proposition rapidement, et la possibilité d'être accompagnés et de faire en sorte qu'on puisse, à travers nos différents packages, leur apporter une solution en termes de stockage de l'énergie avec une centrale électrique adaptée à la composition des ménages, le chauffe-eau solaire, les tris et la valorisation, et notamment la situation et l'accompagnement sur l'eau. Donc on est aujourd'hui en train d'accompagner ce public-là, ces publics en difficulté. Et on a cette volonté de le faire. Et je sais que vous êtes aussi un fervent défenseur de ce type de public. Donc allons travailler ensemble là-dessus. Voilà, merci. Très bien, merci M. Guézot. Madame Aline Murin qui a demandé la parole, M. Fournel, M. Louis-Bertrand Gondin. J'y arrive. Oui. Madame Murin, je vous en prie. Je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui allait parler avant moi. Donc moi, je voudrais d'abord revenir sur quelques mots qui ont été utilisés au sein de cette assemblée par mes collègues. Alors vous avez cité 7 piliers, sans stratégie, sans vision. Écoutez, ce sont des mots qui vous appartiennent, des réflexions qui vous appartiennent. En tout cas, ce ne sont pas du tout l'expression qui a été validée lors du 13 décembre. Moi, j'ai envie de dire à Mme Huguette-Bello, quand vous parlez des 7 piliers qui n'ont aucune liaison avec la sagesse, moi, j'ai envie de vous dire que ces 7 piliers, c'est la sagesse du peuple réunionnais qui a eu l'occasion de valider le 13 décembre Monsieur Didier Robert, président de la région, avec sa majorité. Voilà. Je voudrais ensuite revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant à la fois la langue créole et également le 20 décembre. D'abord, l'avis de la commission concernant la langue créole n'a probablement pas fait l'objet d'une écoute attentive de la part des élus de l'opposition. Notre langue et sa valorisation font bien sûr l'objet d'un traitement qui est omniprésent. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de lire le rapport et la langue créole, elle est présente dans toutes les actions culturelles, que ce soit le théâtre, que ce soit la littérature, que ce soit la musique. Et nous encourageons, bien sûr, et nous encouragerons au cours de cette mandature tous les acteurs au quotidien dans la mise en valeur de l'utilisation de notre belle langue créole, nous langue à nous. Je vous renvoie aussi au livre. Récemment, nous avons fait une conférence de presse que nous avons financée pour tous les petits
et dont la presse s'est fait l'écho la semaine dernière. Nous avons relaté ici également, bientôt, nous aurons l'occasion de mettre en avant des activités dans le cadre de la semaine créole, où là encore la langue créole sera valorisée. Concernant également cette charte, nous pouvons parler aussi d'insécurité juridique. Cette charte européenne des langues régionales et minoritaires adoptée par le Conseil de l'Europe, en présence de 92 personnes qui ont signé par la France en 1993, mais le texte n'a jamais été ratifié. Brièvement, cette charte est jugée anticonstitutionnelle. Au-delà également de l'aspect juridique, nous n'attendons pas non plus le vote national pour agir. Les langues et les cultures régionales sont enseignées dans nos écoles, beaucoup reste encore à faire, mais raisonnablement, on ne peut pas dire que nous ne faisons rien du tout. Concernant maintenant ce 20 décembre, Madame Profil qui est revenue, nous savons tous que le 20 décembre, c'est une date importante. Je dirais même une date phare, qui a marqué et qui marque l'histoire de la société réunionnaise. La commémoration de l'abolition de l'esclavage. Vous avez dit, nous savons, 20 décembre 1848, où plus de 62 000 esclaves ont été libérés. Et lorsque vous citez, ce sont vos ancêtres, ce sont aussi les ancêtres de tous les Réunionnais, qu'il s'agit d'Eva, qu'il s'agit de Hariane, qu'il s'agit de Dimitil, d'accord? Et nous n'avons pas non plus attendu pour valoriser l'histoire de la Réunion. Nous avons énormément d'actions qui sont menées, en référence par exemple ce qui se fait chaque année en l'entre-deux, à Tidamba, où là, nous mettons en avant, nous valorisons le marronnage. Ensuite, concernant le 20 décembre, le festival Liberté Métisse, c'est une bonne chose. C'est une façon effectivement de valoriser l'histoire de la Réunion, où évidemment le 20 décembre est bien commémoré, est bien valorisé. Et pour cela n'exclut pas non plus ce qui sera mené cette année. Le rouleur sonnera dans toutes les communes de l'île de la Réunion, où là, ce sera un travail en partenariat avec toutes les associations culturelles qui nous ont sollicités pour pouvoir commémorer cette date importante qui est le 20 décembre 1848. Merci. Très bien. S'il vous plaît, Madame Profil, il y a une organisation à respecter, mais vous aurez la parole. Ok. Très bien. Je demanderai à Madame Bello, s'il vous plaît, par respect pour ceux qui s'expriment, de ne pas vous exprimer en permanence comme vous le faites. Ça serait... Je vous le demande simplement par respect pour les collègues qui s'expriment. Madame. Mais vous aurez l'occasion de vous exprimer. Vous aurez l'occasion de vous exprimer si vous le souhaitez. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Fournel qui a demandé la parole. Voilà, c'est bon, c'est bon. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais simplement rapidement répondre à Madame Bello sur la nouvelle route du littoral et lui dire que, en cet instant, je me suis cru revenir à la précédente mandature avec les déclarations fracassantes de Camille Sudre et des autres membres de la défunte Alliance. Faut-il rappeler en effet, Madame Bello, que ce projet de nouvelle route du littoral est issu, pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, est issu des accords de Matignon II qui ont clairement défini son financement. Et je suis également étonné de voir que notre opposition d'aujourd'hui dénonce régulièrement ce projet qui serait annonciateur de toutes les catastrophes, alors que le gouvernement français, en la personne dont certains d'entre vous sont le fervent partisan, ou ont été de fervents partisans, peut-être que les choses évoluent, de toutes les catastrophes, alors que notre Premier ministre et notre ministre des Outre-mer ont à plusieurs reprises insisté sur l'absolue nécessité de réaliser cet ouvrage dans les meilleurs délais. Est-ce à dire, Madame Bello, que jusqu'à la fin du chantier et à chacune de nos assemblées plénières, nous aurons droit aux mêmes litanies?
J'espère que non, que la raison reviendra sur ce sujet. Vous avez, Madame Bello, évoqué à propos de cette NRL différentes choses. Le scandale du manque de matériaux, la barrière de corail de la possession, les galets malgaches, l'abandon du projet ferré. Je voudrais répondre très rapidement. Peut-être commencer par le dernier point, l'abandon du projet ferré. Vous savez très bien, ou vous ne savez pas, parce que vous ne vous êtes peut-être pas renseigné, vous savez très bien que sur ce projet de route du littoral, le dossier a été monté de telle façon qu'une emprise de 2 fois 3,50 m est réservée à un futur projet ferré, qui certes, aujourd'hui, ne viendra pas en même temps que la livraison de la route, mais le dimensionnement des ouvrages a été réalisé pour accueillir un projet ferré. S'agissant des galets malgaches, et on a parlé, Madame Gobalou a parlé des 200 000 tonnes de roches. Je dois préciser que si on a été obligé d'importer ces 200 000 tonnes de roches, c'est bien parce qu'on n'a pas réussi à ouvrir là où les carrières qui auraient pu fournir ces roches. Et pourquoi n'a-t-on pas réussi à ouvrir ces carrières? Parce que, évidemment, dès qu'on a voulu, dès qu'une des sociétés a proposé d'ouvrir une carrière, il y a eu disons, une manifestation qui s'est déroulée contre l'ouverture de cette carrière. Je veux parler de Boulois-Blanc, manifestation qui était convenu par le comité d'organisation de la manifestation, qui se voulait entièrement apolitique. Sauf que lorsque cette manifestation a eu lieu, les 2 seules personnes qui ont été interrogées dans les médias étaient Madame Bello et Monsieur Thierry Robert, qui, bien sûr, se sont présentés comme étant à la manifestation en tant que personnes civiles et absolument pas ni députés, ni maires, etc. Donc, je voudrais dire aujourd'hui que vous le vouliez ou non, mesdames et messieurs, il faudra ouvrir des carrières à La Réunion. Il faudra en ouvrir sûrement pour la route du littoral, mais il faudra en ouvrir aussi pour les besoins naturels, autres besoins de chantier de la Réunion, nos routes, nos bâtiments, etc. Ce sera absolument, absolument indispensable. Et pourquoi la Réunion ne serait-elle que la seule île de l'océan Indien où il n'y ait pas de carrière? Vous savez qu'il y a des carrières à Maurice, vous savez qu'il y a des carrières à Mayotte, vous savez qu'il y a des carrières à Madagascar, vous savez qu'il y a des carrières aux Seychelles. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ait fait une fixation sur ce problème de carrière dans une totale incompréhension où d'un côté, les mêmes personnes disent d'un côté on ne veut pas d'importation de Madagascar parce qu'on exploite les malgaches, et de l'autre côté disent également on ne veut pas de carrière parce que ça va défigurer la Réunion. Je trouve ça une position tout à fait aberrante, mais je la comprends, hein, rassurez-vous, je sais bien pourquoi cette position est adoptée. S'agissant de la barrière de corail, au droit de la possession, Madame Bello, vous devriez là aussi vous renseigner et savoir que toutes les dispositions ont été prises pour protéger cette barrière de corail sous le contrôle permanent de la DEAL. Vous savez ce que c'est la DEAL ? Vous connaissez, hein? Ce ne sont pas des gens qui rigolent, ce ne sont pas des gens qui permettent n'importe quoi, et régulièrement, ce sera de moins en moins fréquent maintenant puisque les travaux côté possession arrivent sur leur fin, régulièrement la DEAL a contrôlé ce problème de la barrière de corail de la possession. Alors voilà ce que je voulais dire. Quant à Madame Gobalou, les 200 000 tonnes, on n'a pas trompé les camionneurs, les transporteurs, pour la bonne et simple raison que ce sont eux, lorsque les galets arrivent au port de la Pointe des Galets, sur le quai, ce sont eux qui transportent ces galets pour les emmener sur le chantier. Et ils savent exactement combien de tonnes ils transportent régulièrement. Cette affaire n'est pas terminée, les 200 000 tonnes ne sont pas encore toutes livrées. Je crois qu'on doit en être à peu près à 120 000 tonnes, donc il restera encore
280 000 tonnes à livrer, mais il y a une parfaite transparence dans ces 200 000 tonnes. On n'a grugé personne dans cette affaire-là, hein, ni les transporteurs, ni personne, et ce sont eux qui ont même donné leur accord, hein, pour cet apport très partiel de matériaux pour la route du littoral, puisque je vous rappelle que les 200 000 tonnes en question représentent 1% des besoins en matériaux de la route du littoral. Les besoins en matériaux de la route du littoral, c'est en gros 18 millions de tonnes réparties en 9 millions d'enrochements et 9 millions de ce qu'on va appeler le tout venant pour le corps des digues. Donc vous voyez qu'il n'y a pas matière là non plus à s'offusquer en parlant, hein, de faire venir tous les galets de l'extérieur, de Madagascar ou d'ailleurs. On est sur 1% des besoins de la route du littoral qui, je vous le rappelle, c'est une opération qui a été nécessitée par le fait qu'on doit protéger la digue déjà réalisée dans sa carapace externe au niveau de la mer. Voilà ce que je voulais dire. Je crois avoir fait un petit peu le point, mais je sais bien qu'on aura besoin de le refaire dans nos prochaines séances jusqu'à la fin des travaux. Rassurez-vous, je ferai tout mon possible pour vous apporter toute la clarté sur l'avancement du chantier. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Dominique Fournel. Alors, Louis-Bertrand Gondin qui avait demandé la parole, ensuite Olivier Rivière, Fawzia Vitry. Je vais y arriver. Merci Monsieur le Président. Donc, je voudrais juste revenir sur quelques points qui ont été abordés par Madame Bello sur son intervention qui reflète en tous les cas la logique qui a été la sienne et qui lui a fait perdre, elle et ses équipes, les dernières élections régionales. En répétant en boucle, tout ne va pas à la région sans aucune once de pistes de propositions concrètes, sinon un catalogue de constats erronés et de mauvaises lectures. Je prendrai 3 exemples pour étayer mes propos. Sur le volet de l'apprentissage, quelques chiffres, à mon avis, sont importants pour vous montrer l'implication de la région sur la formation. 2009, nous étions à 2600 apprentis. En 2015, nous terminons à plus de 5000 apprentis sur la Réunion, soit presque le doublement des effectifs en apprentissage. Vous parliez des 8000 places, Madame Bello. Je voulais juste vous rappeler, dommage que Monsieur Annette soit parti, que les 2000 places étaient un contrat d'objectif qui avait été signé avec l'État pour permettre d'atteindre ces 2000 places. Et cette convention d'objectif qui avait été signée, qui a été tricotée, détricotée par l'État en 2014 et même annulée en 2014, a fait que nous n'avons pas pu nous donner cet objectif et atteindre cet objectif si le dispositif n'avait été pas lui-même mis à mal par l'État. 2009-2015, c'est 2200 places supplémentaires. C'est l'équivalent, si vous faites un ratio, à 3 lycées supplémentaires construits sur la Réunion, uniquement sur le secteur de l'apprentissage. Donc vous voyez que la formation pour nous est une priorité. C'est une enveloppe financière de 22 millions d'euros en 2009, 33 millions d'euros en 2015, qui montre l'implication de la région dans la formation professionnelle, dans le volet global de la formation professionnelle. Sur le volet de l'orientation sur les BTS, je pense que vous ne nous avez pas écoutés, en tous les cas vous n'avez pas écouté ma collègue Nathalie Bassir qui a lu l'avis de la commission qui précisait bien que sur les BTS, 2 pistes allaient se mettre en place sur 2016. Un sur la formation initiale pour accentuer les places en BTS de la formation initiale et l'apprentissage